Je suis docteur Mukunzinga Guémé, comme vous pouvez le voir. Je suis médecin. Actuellement, je travaille avec Action contre la faim comme responsable programme santé-nutrition pour sa base de Goma. Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir de vous avoir. Nous demandons à monsieur, il n'est pas prêt. Nous allons demander à monsieur Fabrice, Tatiana, de se présenter. Ouvrez le micro. Fabrice, Bonjour, je suis docteur Abafega Fabrice Tatiana. Je suis spécialiste en oncologie. Je suis contente de participer à cette Fabrice, session. vous avez la Je suis, parole. merci. Je suis docteur Abafega Fabrice Tatiana. Je suis spécialiste en pneumologie, médecin spécialiste en pneumologie. C'est un plaisir pour moi les connaissances et améliorer ma pratique médicale. Merci. Mais approchez du micro. La voix est très lointaine. Je ne sais pas s'il y a beaucoup qui vous ont entendu. Bonjour à tous. Je ne sais pas si Oui, c'est mon micro qui a un souci. Je ne sais pas si vous me percevez mieux. vraiment, la Allô? voix est lointaine. Peut-être que vous avez un additif connect- Je ne sais pas, peut-être c'est un souci euh, de connexion. Peut-être ma connexion n'est pas de très bonne qualité ici. oui, il y a un Sinon, problème de son. Il y a un problème de son. oui, Merci. je vais me présenter. Nous allons demander à Bernice Canesa, de se présenter. Bernice, ouvrez votre micro si vous nous suivez. Ouvrez votre micro. Le Bonjour à silence est... tous. Oui, bonjour. Vous avez Oui. la parole. Sur quoi? Veuillez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Bernice Caneza. J'ai vu le lien sur la PCI et j'aimerais Oui, participer à cette réunion. vous êtes le bienvenu. Ah, merci beaucoup. OK. Nous passons la parole à Monsieur Labante Bougonou de se présenter. Monsieur Labante, ouvrez le micro. Je pense qu'il n'est pas prêt. Alors, nous allons demander à Madame Marie-Cécile Kakou de se présenter à la communauté. Bonjour à tous, docteur Kakou Marie-Cécile. Je Oui, viens de Côte d'Ivoire, point focal oui. PCI de ma région. J'aimerais Merci, participer à cette session. Merci. merci beaucoup et soyez la bienvenue, docteur Marie. Merci. Monsieur Morabo Mathias, veuillez vous présenter à la communauté.
Merci beaucoup, professeur Ali. Je suis Mathias Mourabou Bouchiri, spécialiste en santé communautaire, manager des programmes santé, expert en PCI Roche financier à SCPCI, République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bouchiri, pour votre participation. Alors, nous allons demander, je ne sais pas, oui, à Monsieur Achille Bala. Monsieur Achille Bala, voudriez-vous vous présenter? Je pense qu'il n'est pas près de son micro. Alors, je voudrais partager mon écran pour présenter l'orateur du jour, qui est le docteur Lufimbo. Docteur Lufimbo, est-ce que vous pouvez arrêter votre partage pour quelques instants et je vais vous donner la parole après votre présentation. Docteur, docteur Lufimbo, Oui, professeur, je pense que moi, je ne partage pas, hein. OK. Ouais. Euh, Et je ne souhaite pas partager pour la suite. je pense que c'est partagé par Socrate à Oui. partir. Oui. Bien, je vais tout simplement vous présenter maintenant. Je connais votre bio ou biographie. Et chers participants, c'est un plaisir de présenter l'orateur du jour, le docteur Antoine Lufimbo Katawanja. Il est médecin de formation, il est spécialiste en biologie clinique, spécialiste en santé publique. Côté enseignement, il est chef des travaux au département des sciences de base à l'université de Kindu. Il est médecin du côté professionnel. Il est médecin biologiste au centre hospitalier Lumbu et comme expérience administrative, il est médecin directeur honoraire du centre hospitalier Lumbu de l'université Mapon à Kindu, en RDC au Maniema. Voilà l'essentiel de la présentation de l'orateur du jour. Alors, docteur Lufimbo, nous allons vous donner la parole, mais je vais tenter d'appeler Madame Soukrit dans mon anglais. Et Soukrit, 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 can we start now? Soukrit, we are ready to start.
On peut commencer. On est prêt. Docteur Valérie, est-ce que vous me suivez? Oui, on vous attend. Docteur Valérie, est-ce qu'il y a moyen de faire passer les dias pour le docteur Rufimbo? Docteur Valérie? Oui, professeur, je crois que là, ça serait un peu difficile. Je ne suis pas sur l'ordinateur, je suis sur le téléphone. Il faut que je puisse m'installer quelque part rapidement. Je m'excuse. Oui, parce que nous avons un problème de communication avec Pascal et je vois que c'est le même problème OK, maintenant avec Sukrit en Inde. je vais essayer. Merci. Chers participants, nous demandons votre indulgence pour ce problème technique. Nous espérons que Dr. Valérie va nous tirer d'affaire et nous allons continuer notre webinaire. C'est possible d'enlever votre présentation, comme ça je vais tenter chez moi. Merci. Et ce n'est pas le docteur Rufimbo qui a projeté. Euh, je tente d'entrer en contact avec Sukrit. Je ne la... Ça ne passera pas tant que lui, il a gardé sa présentation. Il faudra qu'il enlève, il faudra que les autres ne partagent pas. Il Docteur faudra Rufimbo, enlever, il va enlever la présentation qui est en
Docteur Fimbo a dit qu'il ne touchait à rien. Ce n'est pas lui qui a mis la présentation. Non, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Cette Professeur, diapo c'est ne vient vous pas de qui moi, partagez professeur. l'écran. Professeur, Bonjour, professeur. Oui, professeur, c'est vous qui C'est- Oui, partagez. c'est à vous d'arrêter de C'est partager. chez C'est vous vous. qui partagez l'écran. bien. Est-ce que ça marche là, comme ça? Docteur Valérie? Oui, professeur, de mon côté, ça marche déjà. Vous avez arrêté de partager, donc il pourra aussi partager sans problème. Docteur Valérie, le partage est arrêté. Vous pouvez tenter aussi. Me permettez de quitter un dispositif, comme ça je vais partager avec un seul. Nous nous excusons vraiment pour ce retard. Ça va se régler. Merci. OK. Ça y est, on peut y aller.
Oh oui, mettez un diaporama maintenant. On peut y aller, ça y est. L'écran est visible. Oui, maintenant c'est un diaporama. Nous allons passer la parole au docteur Antoine Lufimbo pour nous faire l'économie de son exposé. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur, pour la parole accordée. Une fois de plus, nous présentons nos excuses aux participants pour ces retards liés aux soucis techniques. En effet, ce jour, nous allons échanger sur l'importance du laboratoire des biologies médicales dans la prévention contre l'infection, cas des maladies à potentiel épidémique. Diapo. Diapo, s'il vous plaît. On peut passer à la dia suivante, s'il vous plaît. Nous allons suivre donc ce plan. Il y aura une brève introduction. En deuxième lieu, nous allons montrer les rôles du laboratoire de biologie médicale dans la gestion des épidémies. Ensuite suivra une brève présentation sur l'organisation du secteur de laboratoire de la RDC dans la gestion des épidémies. Nous allons mettre un focus sur le choléra. Et par la suite, nous allons montrer les défis et les perspectives que connaît le secteur des laboratoires en République démocratique du Congo dans la gestion des épidémies. Et nous allons chuter par une conclusion avant de vous présenter quelques bibliographies qui nous ont aidés à concevoir cette présentation. Je crois que la diapo, je ne la vois plus. Je ne vois plus les dia. Je ne sais pas si c'est tout le monde. C'est tout le monde. Il y a une coupure. Ah, voilà. Bon, OK. Je ne sais pas si je peux continuer à parler et tant que M. Valérie nous aide à retrouver l'écran pour gagner le temps. Je ne sais pas, professeur. On peut avoir une petite patience. On contacte encore le docteur Valérie. Docteur Valérie, docteur Valérie, docteur Guélor, est-ce que vous pouvez contacter docteur Valérie? Oui, professeur, j'essaie de l'appeler tout de suite là. Merci. Vous m'entendez? Merci, docteur Valérie, pour... Alors, en guise d'introduction, nous disons que le laboratoire de biologie médicale, c'est tout établissement de santé où s'effectuent, n'est-ce pas, les analyses de biologie médicale et les examens de laboratoire, à l'exception des actes d'anatomopathologie qui sont faits en dehors du concept de laboratoire. Ces laboratoires est sous la responsabilité des biologistes médicaux. Et les biologistes médicaux, ils sont soit médecins ou pharmaciens biologistes. Et la mission assignée au laboratoire de biologie médicale, c'est d'évaluer la santé d'un patient dans le cas des check-up, de confirmer les diagnostics des pathologies. Lorsque un patient vient avec ses plaintes, le médecin devra examiner, il pose des hypothèses diagnostiques qui devront être confirmées ou infirmées par les examens de biologie. D'en assurer les suivis des traitements. La maladie est connue, le médecin a prescrit les médicaments, il y a un suivi thérapeutique qui doit être fait, un suivi biologique qui doit être fait pour voir s'il y a eu rémission ou amélioration des perturbations biologiques qui ont été constatées avant la mise sous traitement. Et aussi les dépistages des maladies. Donc, dans le cas de la prophylaxie, on va dépister certaines maladies alors que le patient, le malade ne présente, le client ne présente aucun symptôme. La PCI peut être définie comme étant un ensemble de pratiques
Des procédures qui sont fondées sur les données probantes et qui sont pratiquées en milieu des soins. Et l'objectif, c'est de prévenir la transmission ou de réduire les risques de transmission de micro-organismes aux agents de santé, aux patients, mais également aux visiteurs. Et donc, tous ces moyens qui sont utilisés, les lavages de mains, le port de masque, et, les mesures d'asepsie font partie donc de PC. Pour ce qui concerne l'infection à potentiel épidémique, nous avons retenu la définition selon laquelle ce sont des maladies infectieuses qui sont capables de se propager très rapidement au sein d'une population dans une localisation précise, et cela peut définir soit des épidémies ou des pandémies. Quelques exemples qui nous sont fréquents, c'est le choléra, les mpox, la maladie à virus Ebola. Ce sont autant d'exemples des infections à potentiel épidémique. Diapo. Alors, toute épidémie, quelque nature que ce soit des flambées hémorragiques, que ce soit une toxi-infection alimentaire, toute épidémie impose une enquête. Et cette enquête est habituellement multidisciplinaire. Il y a plusieurs disciplines qui entrent en jeu, mais au cœur de cette enquête, on trouve le laboratoire de biologie médicale. Et ce laboratoire de biologie médicale, étant au cœur de l'enquête, a besoin de moyens diagnostiques qui vont lui permettre d'identifier l'agent causal de cette épidémie. Et cela de manière fiable, rapide, avec certitude. Nous avons perdu encore Dr Valérie. Nous nous excusons pour ces désagréments. Allô, professeur? Oui, docteur. Nous Vous avons encore patientez? perdu Dr Valérie. Oui, je pense qu'il s'en sortira. D'accord. Apparemment, vous m'avez perdu. Je ne sais pas quel. Oui, c'est déjà une promesse, on OK. vous entend. La diapo suivante, Dr Valérie. Voilà. Devant cette urgence, le clinicien, l'épidémiologiste se retrouve devant deux situations pour lesquelles il a besoin de laboratoire afin d'être bien positionné. La première situation, c'est que cliniquement, le médecin ou le clinicien en général, il est devant des symptômes, des signes cliniques, ainsi que des données épidémiologiques qui lui permettent d'avoir déjà une quasi-certitude sur l'étiologie de cette épidémie. Mais dans l'autre cas, il peut se retrouver devant une panoplie des manifestations cliniques qui sont purement des signes généraux, des symptômes généraux et incapables, n'est-ce pas, d'avoir la certitude. Et pour arriver à trancher, le laboratoire lui servira donc comme la véritable torche. Le laboratoire de biologie médicale a donc trois missions essentielles: d'assurer le diagnostic précoce et la surveillance, de contribuer à la riposte épidémique, mais également de prévenir et de contrôler. Et c'est à ce niveau-là qu'intervient la nouvelle approche de One Health, une seule santé. À ce niveau-là, le laboratoire devra donc participer en allant faire des prélèvements au niveau environnemental, chez les animaux, au-delà des prélèvements qui sont faits sur les humains. Diapo. Pour la première mission qui consiste à la surveillance et au diagnostic précoce, retenons que l'épidémie est une urgence. Cette urgence est motivée par la gravité de la maladie. Elle est également motivée par une accessibilité difficile des populations atteintes. Par moments, les populations sont loin, mais il faudrait agir en urgence. Mais aussi par rapport à la pression de l'opinion, la médiatisation, tous ces aspects
constitue donc une certaine pression sur le personnel de santé qui est appelé à trouver rapidement l'étiologie de l'épidémie. Parce que tout retard dans le diagnostic va entraîner des spéculations, va entraîner, n'est-ce pas, des fausses informations et l'autorité politique risque d'être induite en erreur et prendre des décisions qui ne sont pas appropriées par rapport à l'épidémie. La surveillance et le diagnostic au cours d'une épidémie doit être possible. Il faudrait donc que les laboratoires puissent avoir les trousses diagnostiques possibles, capables de permettre le diagnostic. Il faut donc que ces méthodes diagnostiques puissent être capables de détecter précocement l'agent pathogène. Et le rendu des résultats doit être rapide. Ainsi, la fiabilité. Il ne suffit pas que ça soit rapide, mais il faudrait que les résultats qui sont livrés doivent être fiables. Ainsi, les laboratoires pourront bien accomplir sa mission, qui est de détecter rapidement les agents infectieux pathogènes, confirmer les cas suspects, mais également de suivre l'évolution des souches à la recherche des mutations éventuelles. Ces mutations peuvent concerner directement l'agent lui-même, ou bien l'agent peut acquérir des mutations par rapport aux antibiotiques, ainsi créer une résistance par rapport à des épidémies d'origine bactérienne. Diapo. Par rapport à la deuxième mission, qui est de contribuer à la riposte épidémique, le laboratoire a comme mission d'identifier les foyers de contamination. Et donc, il faudrait que, lors des investigations, qu'on arrive à identifier d'où est provenue, n'est-ce pas, l'épidémie. Est-ce que chez les humains, les animaux ou au niveau de l'environnement? Les foyers doivent être identifiés. Il faudrait également évaluer la résistance au traitement. Lors de cultures qui peuvent être faites, par exemple pour le cas des infections bactériennes, ici nous avons illustré le cas du choléra, au niveau du laboratoire d'analyse, au-delà de la culture, on doit faire l'antibiogramme à la recherche des résistances aux antibiotiques. Et il faudrait également que le laboratoire puisse appuyer correctement les autorités sanitaires. Et cet appui passe par le rendu rapide des résultats qui sont fiables afin de permettre aux autorités de prendre des décisions qui sont appropriées. Et la troisième mission, c'est dans la prévention et le contrôle des épidémies en y intégrant l'approche de la santé, une seule santé. Cette approche voudrait qu'il y ait une surveillance au niveau de l'environnement. Le laboratoire ne devra pas se limiter à faire des prélèvements chez les humains, mais il devra faire également des prélèvements au sein de l'environnement. Il faudrait une collaboration étroite avec plusieurs autres disciplines. Dans cette thématique, on a donc besoin de collaborer avec les agronomes, collaborer avec les environnementalistes, collaborer avec les médecins vétérinaires, et ainsi de suite. On doit également sensibiliser et former les agents de la santé et la population sur le bien fondé de l'implication de tous les intervenants. Qu'en est-il de l'organisation du secteur des laboratoires en RDC? Le laboratoire en RDC est chapeauté par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Ces ministères gèrent les laboratoires selon 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau central. Nous avons la Direction générale des luttes contre les maladies qui, de par la direction des laboratoires de santé, permet à ce que les choses soient organisées au niveau national dans la conception des stratégies. Et au niveau national, nous avons un laboratoire national de santé publique qui est représenté par le laboratoire de l'INRB. Nous avons également les laboratoires des programmes nationaux spécialisés, comme le laboratoire national de lutte contre le sida, la tuberculose et j'en passe. Au niveau provincial, nous avons le laboratoire provincial de santé publique et nous avons également des laboratoires des hôpitaux provinciaux
généraux de référence. Il faut signaler que lorsque une province n'a pas un laboratoire provincial, le laboratoire de l'hôpital provincial peut servir comme laboratoire provincial. Et nous avons également le laboratoire des programmes spécialisés. Et au niveau périphérique, on trouve le laboratoire des HGR ainsi que les laboratoires des centres de santé. Mais il faut signaler ici que le laboratoire des cliniques universitaires étant sous, n'est-ce pas, l'emprise du ministère de l'ESU, participe également dans la réponse épidémique. Nous avons également les laboratoires des autres ministères, notamment les laboratoires de l'agriculture, du ministère de l'Environnement, des Recherches scientifiques. Ils travaillent toujours en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. La situation épidémiologique de l'épidémie de choléra en RDC au 23 mars 2025 se présente de la manière que voici. 1233 cas ont été notifiés, parmi lesquels 20 décès. On a noté qu'il y a 7 provinces qui sont actuellement en épidémie. Nous avons le Haut-Katanga, le Tanganyika, le Maniema, le Sankuru, le Nord Kivu, le Sud Kivu et la province de Chopo. Et de ces 7 provinces, la province du Nord Kivu vient en tête avec au moins 318 cas, soit 25% des cas sur l'ensemble du territoire national. La gestion des épidémies cas du choléra en RDC a une certaine procédure qui est suivie. En premier niveau, les cas suspects de diarrhée sont signalés soit dans la communauté ou bien au niveau de la formation sanitaire. Une fois que l'information est validée au niveau de la formation sanitaire, on va alerter la zone de santé. La zone de santé va envoyer les superviseurs chargés des enquêtes épidémiologiques. Ils vont faire les listages et les enquêtes et ensuite le prélèvement des selles vont être faits. Une fois que les prélèvements sont faits, on envoie les échantillons au laboratoire de l'INRB pour l'analyse. Et donc, vous comprenez que le laboratoire de l'INRB étant à Kinshasa, il faudrait donc que les échantillons soient emballés de manière sécurisée. On fait un triple emballage et on met dans des avions pour ceux qui sont loin de Kinshasa. Et pour les provinces proches, c'est dans des voitures que cela arrive à Kinshasa. Au niveau de l'INRB, on va faire une identification selon une démarche que nous allons présenter tantôt. Mais lorsque le Vibrio choléra est confirmé, eh bien, l'INRB va rendre les résultats en les échantillons et les autorités sanitaires, à leur tour, vont maintenant communiquer aux autorités politiques qui vont maintenant procéder, n'est-ce pas, à la déclaration officielle de l'épidémie. Et cette déclaration est faite par le gouverneur de la province. Il y aura mobilisation des partenaires, sensibilisation de la population et suivi d'une éducation par rapport aux mesures de prévention. Qu'en est-il de la démarche diagnostic biologique du choléra? Au niveau du laboratoire d'analyse qui est l'INRB, cette démarche respecte les 3 étapes de la démarche analytique. Nous avons la phase préanalytique. L'INRB reçoit les échantillons qui viennent de plusieurs coins de la RDC. Mais ces échantillons sont accompagnés des informations cliniques sur le patient. Il est recommandé que la province puisse envoyer 5 à 10 échantillons qui sont prélevés chez le premier cas suspect. Et ces échantillons doivent être envoyés dans un milieu de transport qui est le carriolaire, qui permet à ce que la bactérie puisse rester viable afin de favoriser leur identification. La phase analytique qui est faite à l'INRB consiste à l'examen microscopique des selles à frais. Par moment, on peut utiliser les tests immunochromatographiques, mais c'est la culture bactérienne qui va suivre. Et cette culture, elle est faite au milieu, les TCBC, suivi de l'antibiogramme. L'identification de la bactérie ou du micro-organisme va être faite sur base des tests de biochimie, mais également de la coloration des grammes.
Pour ce qui concerne le Vibrio choléra, deux caractéristiques biochimiques sont très importantes. C'est qu'elle est les Vibrio choléra et oxydase positive et fermentation au saccharose positive. Sur le plan de la coloration de Gram, c'est un bacille Gram négatif en forme de virgule. Ensuite, on va procéder aux tests moléculaires. Ces tests moléculaires vont permettre, n'est-ce pas, de déterminer le gène spécifique de Vibrio cholera, qui n'est autre que nous avons le gène CTX qui code pour la toxine bactérienne. Et dans la post-analytique, c'est l'étape de l'interprétation. Les résultats vont être interprétés sur base des renseignements cliniques qui ont accompagné les échantillons, sur base des observations microscopiques, des tests d'identification, mais également des résultats de tests moléculaires. Ainsi, les résultats, les conclusions finales vont être envoyées aux autorités sanitaires et l'INRB va intégrer les données dans les systèmes de gestion, dans les systèmes de surveillance des épidémies. Diapo. Docteur Valérie, s'il vous plaît. Quels sont les défis et les perspectives? Le laboratoire en RDC, en général, et de manière particulière, dans la lutte contre les épidémies, fait face à plusieurs défis, notamment l'insuffisance des infrastructures sanitaires. Le personnel qualifié ne sont pas vraiment en nombre considérable au niveau du secteur des laboratoires. Nous connaissons des difficultés énormes dans l'approvisionnement en kits des prélèvements et des milliers de transports, mais également, le grand défi, c'est aussi la centralisation des services de diagnostic à Kinshasa. Tous les échantillons doivent aller à l'INRB Kinshasa. Même si il y a maintenant quelques zones où on a installé l'INRB, comme à Goma, à Ituri, mais pour la plupart des cas, les échantillons sont toujours envoyés à Kinshasa. Nous notons également des financements insuffisants et une faible intégration de l'approche One Health dans les investigations. Comme perspective, nous pensons qu'il serait souhaitable qu'on construise davantage des infrastructures sanitaires en équipant les laboratoires correctement, qu'on puisse former les personnels des laboratoires qualifiés, qu'on puisse construire dans chaque chef-lieu de province un laboratoire provincial de santé publique, ce qui encouragerait une certaine décentralisation. Chaque région, chaque province gérerait, n'est-ce pas, les analyses biologiques au sein même de la province, ce qui va écourter le temps de rendu des résultats et par conséquent améliorer la prise en charge. Il faudrait qu'on puisse introduire également les point of care tests, comme des tests immunochromatographiques ou des tests moléculaires, à l'instar de GeneXpert, où on a mis le module, par exemple, de COVID-19, eh bien, ça a rendu un peu, ça a réduit le temps de rendu des résultats par ricochet. Les diagnostics commençaient à être faits localement. Qu'on puisse également renforcer la collaboration interdisciplinaire, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national ou au niveau international, dans l'approche One Health. En guise de conclusion, nous disons que le laboratoire de biologie médicale constitue la pierre angulaire dans la lutte contre les infections à potentiel épidémique. Et c'est là, grâce aux méthodes diagnostiques pointues, les laboratoires de biologie moléculaire permet la confirmation des cas suspects et la caractérisation des souches. Le laboratoire est également indispensable dans la surveillance épidémiologique par la détection précoce des foyers de transmission. Toutefois, cette efficacité est fonction des infrastructures, de la disponibilité des réactifs et des intrants, mais également d'un personnel des laboratoires qualifiés. C'est en ces termes que nous vous remercions pour votre attention soutenue et nous nous remettons à votre disposition pour les échanges. Merci, docteur Antoine Lufimbo, pour votre exposé très riche
et ça nous apprend pas mal de choses et surtout l'accent que vous mettez sur la rapidité du rendu du diagnostic de laboratoire parce que une épidémie est caractérisée par sa vitesse d'extension et l'impact que les épidémies ont sur la, la population. Je voudrais rappeler ici, à l'intention des participants, que l'Afrique est une terre d'épidémies. Rien que l'an passé, d'après mes sources, l'OMS, on a parlé de 200 épidémies qui se seraient déroulées en 2024. Et parmi ces épidémies, citons l'épidémie de 5 maladies telles le choléra, la rougeole, la dengue, la mpox et la diphtérie, qui étaient de lourdes épidémies qui ont frappé le continent. Si on pense au choléra, dont le docteur Lefebvre a cité pour illustrer la collaboration du laboratoire dans la prévention et le contrôle des infections, eh bien, le choléra a touché 15 pays et 18 pays en 2024, 18 pays africains, avec 204 115 cas de maladies et, et comme conséquence 3747 décès en 2024 dus au choléra. Donc, ce n'est pas peu de choses. L'Afrique a des sérieux problèmes de santé publique et pour cela, il nous faut des infrastructures de laboratoire pour confirmer ou infirmer les hypothèses diagnostiques des médecins ou de personnel de santé en cas de début d'une épidémie. Mais aussi, plus important, c'est cette collaboration dans le concept One Health, cette collaboration entre médecins vétérinaires, médecins humains, les, les spécialistes environnementalistes et les agronomes. Eh bien, quand toutes ces disciplines se mettent ensemble, dans le futur, dans le présent et dans le futur, je pense qu'on fera du chemin pour barrer la route à tant d'épidémies qui nous traquent. Ceci dit, je vais passer la parole à d'autres panélistes, mais aussi aux participants qui sont là pour des échanges, pour des questions. À vous la parole. Professeur, je ne sais pas si je suis bien audible. Euh, la voix sort un peu grésillante, mais je vous entends. Oui, donc très rapidement, merci beaucoup pour cette belle présentation et nous excusons encore une fois pour les conditions techniques. Nous voyons que avec la pandémie Covid, mais également avec l'épidémie que nous avons, disons d'ailleurs pandémie Mpox,
nous voyons très facilement que euh, certains pays se battent de façon à décentraliser les laboratoires avec les partenaires qui sont là, avec les moyens qui sont là. On essaie de décentraliser. Pourquoi le cas, par exemple, de la RDC ne se ferait-il pas? On voit cette capacitation de beaucoup d'autres laboratoires dans d'autres pays à ces occasions-là. Pourquoi est-ce qu'au niveau de la RDC, cela semble être très difficile? Merci. Merci, docteur Valérie. Euh, docteur Lufimbo, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, professeur. Merci, docteur Valérie, pour la question. Euh, je reprendrai par le fait que c'est un problème de volonté politique. Lorsqu'on essaie de voir euh, la cartographie des laboratoires qu'il y a dans notre pays, on se rend toutefois compte que les choses sur ce point-là ne sont pas prises au sérieux. Lorsque vous voyez l'ampleur d'épidémie, je m'amuse par moment à dire que la RDC, on nous a enseigné en géographie que c'était un scandale géologique. Mais moi, je me dis que la RDC, c'est aussi un scandale épidémiologique en maladies infectieuses. Lorsque nous essayons de voir l'histoire de plusieurs maladies infectieuses, lorsque nous essayons de voir les, 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 les- les différentes épidémies qu'il y a dans ces pays, eh ben, il y a de quoi dire que la RDS a aussi une richesse en maladies infectieuses. Mais par contre, l'autorité compétente ne s'y penche pas. Les priorités sont ailleurs. Et pourtant, les gens s'efforcent par des moyens de bord à ses capacités, à avoir les compétences qu'il faut. Mais la politique ne suit pas. Parce que là, il faudrait une volonté politique pour installer les laboratoires de santé publique au niveau provincial, définir une procédure claire qui devra impliquer différentes disciplines dans le cadre de la santé, une seule santé, pour que nous puissions travailler dans l'interdisciplinarité afin de prévenir la survenue des infections. Nous ne faisons que subir. Et lorsque nous subissons, les conséquences sont lourdes. Donc, en un seul mot, cher docteur, il y a un manque de volonté politique par rapport à votre préoccupation. Merci. Sœur Ali a la main levée de Dr Moulondani. Docteur Moulondani, allez-y. Oui, merci beaucoup. J'avais eu des problèmes de connexion au départ, je ne me suis pas présenté. Je suis le docteur Mulondani Banyara-Gelor. Je suis consultant PCI chez Africa CDC au Burundi. Alors, je tiens à remercier le présentateur pour cet exposé qui concerne l'importance du laboratoire dans une riposte. Eh bien, je reconnais le laboratoire comme étant un pilier parmi tant d'autres dans la riposte qui nécessite qu'on mette beaucoup d'attention afin qu'il y ait cette contribution à faire marcher les autres piliers comme la surveillance, tel que ça a été plusieurs fois répété dans la présentation, et même la PCI et tant d'autres. Néanmoins, j'ai été aussi très content de voir les différents défis être présentés, et je voudrais m'attaquer à un défi qui n'a pas peut-être qui n'a pas été présenté au courant de cette session ici, mais qui est en réalité comment dire, un aspect que nous voyons chaque jour dans le terrain. Alors, docteur, ma question serait orientée dans le sens de demander quels sont les préalables qui sont pris en compte déjà au niveau du laboratoire pour éviter qu'il y ait une erreur de diagnostic. Je m'explique. Il nous est arrivé plusieurs fois sur terrain, par exemple pour le cas de l'épidémie en cours de Mpox. Bon, je ne sais pas encore pour le choléra, je n'ai pas encore eu des cas comme ça, mais pour Mpox, il nous arrive d'avoir
une situation où on a un patient devant nous qui répond correctement à 100% à la définition d'un cas suspect, avec un lien épidémiologique bien établi. Ça veut dire que le cas se trouve dans une famille où il y a un individu qui a déjà souffert de l'épidémie de Mpox et on voit ces cas avec tous les signes possibles. Mais lorsqu'on fait le prélèvement, on envoie au laboratoire, le résultat devient négatif. On se dit, est-ce un faux négatif? Est-ce réellement un cas qui ne répond pas, qui n'était pas au départ un cas suspect, ou soit qui n'est pas un cas réel de, de maladie en cours d'épidémie? Alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'au niveau du laboratoire est fait, qu'est-ce qui est fait pour éviter qu'il n'y ait pas tous ces cas de faux négatifs et ainsi permettre aux autres piliers de bien implémenter leurs activités et faire la riposte de la maladie. Merci. Docteur Fimbo? Ouais, merci beaucoup, docteur Guerre, pour votre question et surtout euh, l'échange d'expérience, hein. En fait, je veux répondre de manière générale et aussi de manière spécifique à votre question. Tenter un peu de donner des explications. Les erreurs au laboratoire, elles existent parce que ce sont les humains qui y travaillent. L'imperfection humaine nous suit même au laboratoire. Que ce soit dans les méthodes manuelles ou dans les méthodes automatiques, les erreurs existent. Mais le laboratoire fournit un effort pour réduire sensiblement ces erreurs-là. Et la grande machine qui est mise en œuvre, c'est en fait le processus d'assurance qualité. Le laboratoire doit se mettre dans le processus d'assurance qualité qui impose à l'une de ses composantes la mise en place d'un contrôle qualité pour chaque série d'analyses. Maintenant, les erreurs sur le plan préanalytique. La personne qui fait le recueil des échantillons doit se rassurer, pouvoir identifier correctement le client, l'âge, par l'âge, le sexe et le nom. Il doit mettre correctement les trois noms. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse y ajouter un code qui devrait être un code unique pour le patient. Et durant toute phase analytique et en post-analytique, le patient devrait avoir cette double identification du nom et du code. Deuxième niveau d'erreur au niveau préanalytique, ce sont la qualité des prélèvements. Lorsque l'échantillon n'a pas été prélevé correctement, selon les normes, ou il a été détérioré pendant le transport du lieu de prélèvement vers le lieu d'analyse, eh bien, peu importe la performance analytique de l'appareil qui sera utilisé, le résultat viendra négatif parce qu'il y a détérioration de la qualité de l'échantillon. Troisième élément au niveau préanalytique, c'est la traçabilité. Si on a bien identifié, mais il y a des problèmes d'erreur de traçabilité d'échantillons, hein, on a transmis des échantillons avec des identifiants qui sont différents, et bien, cela peut être aussi être source d'erreur. Sur le plan analytique, les appareils qui sont utilisés doivent être correctement étalonnés. Il faudrait que le praticien puisse étalonner régulièrement les appareils. Il faut voir aussi la qualité des réactifs. Et donc, on doit se rassurer à la date des péremptions, des conditions de stockage. Mais également, le personnel doit être un personnel qui est suffisamment formé pour faire cette analyse-là. Et sur le plan post-analytique, il y a aussi des erreurs qui peuvent survenir. C'est lors de la validation des résultats. Les résultats, lorsqu'ils sont transmis aux biologistes, médecins ou pharmaciens, par moment, ils sont codés. Il faut décoder, il faut attribuer au code son nom complet et adresser maintenant les protocoles aux malades. Pendant ces étapes de saisie et copier-coller, on peut commettre également des erreurs. Voilà, on utilise la même matrice pour rendre les résultats,
on a fait une erreur, on a changé les noms, mais au niveau du résultat, là où c'est positif, on a oublié de changer négatif en positif. Ça peut arriver. Mais également, maintenant, par rapport à votre cas spécifique, ça peut être effectivement un non-cas. Donc, c'est une fièvre éruptive comme les autres, mais qui a été assimilée au Mpox alors que il n'en était pas ainsi. Mais aussi, euh, je ne sais pas, la performance analytique de l'appareil qui a été utilisé pour faire le test. Peut-être que si c'est un test sérologique, il y a eu peut-être un phénomène prozone ou post-zone. Je ne sais pas si c'est un test sérologique, mais si c'est un test moléculaire, peut-être que l'échantillon qui a été envoyé n'était pas un échantillon de qualité. Ainsi, la PCR n'a pas détecté le matériel génétique. Voilà, docteur, quelques éléments par rapport à votre préoccupation. Merci. Merci beaucoup, docteur Rufimbo, pour cette réponse. Au fait, nous avons insisté dans les webinaires passés sur les diagnostics différentiels. Au départ, avant le prélèvement, il y a beaucoup de maladies qui se caractérisent par la fièvre, par les douleurs, par des adénopathies, mais aussi par l'éruption cutanée. Alors, il faut faire un diagnostic ou des diagnostics différentiels bien avant et étayer les demandes d'examen des laboratoires pour confirmer ceci ou cela. Je suis content d'entendre le docteur Fimbo insister sur la qualité du prélèvement et son transport, parce que les résultats des examens de laboratoire dépendent aussi beaucoup de la qualité du prélèvement et conservation et le transport des échantillons. Je passe la parole à Monsieur Mathias Bouchiri, qui a levé la main depuis longtemps. Monsieur Mathias, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Félicitations, professeur Lofibo, pour son exposé qui était vraiment riche. Le docteur Lofibo a parlé de la formation, ce qui est un point important. Mais d'abord, je voudrais savoir si le ministère de la Santé publique a une politique nationale ordonnée de formation des laboratoires en rapport avec les appareils nouvelle génération. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une politique d'évaluation des performances des laboratoires? Merci. Docteur Fibo. Merci beaucoup, Monsieur Mathias, pour la question. Existe-t-il une politique nationale de formation des laborantins? Je dirais non. Mais nous savons que dans plusieurs systèmes, on a ouvert les orientations de laboratoire, même dans les systèmes LMD, IANA. Au niveau de médecins, en RDC, il existe une filière de spécialisation en biologie médicale aux cliniques universitaires de Kinshasa. Et là, on forme des médecins biologistes. C'est de là où moi j'ai été formé comme médecin biologiste. Et donc, c'est chaque jeune qui se sent appelé dans telle ou telle autre filière qu'il va à volonté et après, il va se prévaloir de telle qualité. Et il faut vous faire choquer que même le ministère ne connaît pas qu'il y a combien de médecins biologistes dans le pays, il y a combien de laborantins, parce qu'il n'y a pas un répertoire, un registre qui répertorie toutes les ressources humaines dans les secteurs des laboratoires. Existe-t-il une politique de contrôle initiée par le gouvernement de manière à apprécier la performance des laborantins?
Cela est fait dans certains programmes spécialisés, comme par exemple le contrôle qualité dans le diagnostic du paludisme. Au niveau du programme national de lutte contre le paludisme, on organise comme ça des contrôles de qualité en faisant circuler certaines lames dans certains laboratoires qui sont ciblés. Pareil pour le programme de lutte contre la tuberculose. On peut venir, on fait, n'est-ce pas, la sélection, hein, on fait la sélection de quelques lames et on va aller faire le contrôle de qualité ailleurs par des microscopistes qui sont très bien formés. C'est ce qui est fait. Il y a aussi certains laboratoires qui subissent le processus d'accréditation. Le cas, par exemple, de laboratoire des cliniques universitaires, qui est accompagné par CDC dans le programme d'accréditation. Et donc, c'est quelques initiatives parcellaires, mais qui malheureusement ne constituent pas l'initiative du gouvernement de la République. Docteur Fimbo, avez-vous terminé? Je finis. OK. Docteur Valérie, vous avez la parole. Et Mathias, si vous pouvez baisser la main. Merci beaucoup pour la parole, cher professeur. J'aimerais bien poser deux questions. La première, c'est de savoir comment est-ce que les labos de l'État, donc du gouvernement, sont en réseautage avec les labos privés. Et même les labos du gouvernement sont-ils eux-mêmes en réseau? Quand je parle du réseau, c'est en sens de référence et je parle en sens de partage des résultats. Je parle dans le sens d'une base de données qui permettrait en ce moment-là qu'on puisse se référer en cas de recherche, en cas de problème. Alors, une question subsidiaire, est-ce qu'il existe un système électronique qui permet à ce que on puisse avoir également ce rapportage des différentes données venant de ci et de là? Merci. Docteur Fimbo? Merci beaucoup, docteur Valérie, pour la question. Le réseautage au sein de laboratoires en général en RDC n'est pas possible, n'existe pas. Ce sont les laboratoires spécialisés des programmes de lutte contre les maladies qui sont en réseautage. Par exemple, tous les laboratoires du programme de lutte contre la tuberculose sont en réseautage et ont comme référence le laboratoire national. Donc, par exemple, une équipe du laboratoire national peut venir faire des supervisions dans différentes provinces pour voir tous les centres de diagnostic de la tuberculose dans différentes provinces. Et ils assurent des formations sur base de leur programme. Les informations donc sont partagées de programme en programme au sein de leur programme. Mais les laboratoires cliniques des hôpitaux généraux, des cliniques universitaires ou des centres hospitaliers ou des centres de santé ne sont pas en réseautage. Pareil pour le système d'information électronique. Seuls les grands laboratoires ont ces systèmes-là. Par exemple, l'INRB, il a un système d'information où, si vous cherchez des informations, vous allez les retrouver, une base de données. Il y a aussi les laboratoires de grands hôpitaux qui utilisent le système de gestion électronique des malades, comme le laboratoire de Monkole, le laboratoire du centre hospitalier Lumbu où je travaille, où on peut facilement avoir les données datant de 2016, 2000. Aux ressources qui sont présentes. Et d'autres, par contre, ils font du charlatanisme. Ils fabriquent des résultats, ce qui est dommage. Merci, docteur. Merci, docteur Fimbo. Je regarde dans le chat, il n'y a pas
des questions dans le chat. Si, docteur Valérie, c'est une ancienne main ou bien vous avez encore besoin de la C'est parole? une nouvelle professeure. Elle tombe justement pour poser une question. Je comprends tout de suite que nous devons aussi avoir un problème d'uniformité des formulaires chez l'État. S'il n'y a pas de réseautage déjà chez l'État, parce que je prends l'exemple de National Health Services, donc le service national des laboratoires en Afrique du Sud, nous avons des formulaires qui sont uniformes sur toute la République. C'est les mêmes. De cette façon-là, ça permet une base de données qui puisse être aussi uniformisée et les laboratoires privés peuvent avoir leurs différents types de formulaires, mais au moins, chez l'État, tout, tout, à partir de la clinique, je dis bien, à partir de, je dirais même d'un poste de santé où un prélèvement peut être fait, pour ce qui est autorisé à un poste de santé, pour ce qui est autorisé à un centre de santé, eh bien, on va pouvoir amener ces échantillons à un laboratoire qui se trouve au niveau communal et les remonter au niveau provincial, ainsi de suite. Donc, on a une uniformité même des formulaires. N'y a-t-il pas moyen de pouvoir penser à une uniformisation des formulaires chez l'État, tout en se disant que bien sûr qu'il faudrait avoir aussi les mêmes ressources ci et là à différents niveaux. Deuxième question, c'est aussi de savoir par rapport à la situation PCI de laboratoire. Y a-t-il un programme PCI hein, parce qu'on a entendu la semaine passée le professeur Chibangu qui nous disait qu'au Japon, par exemple, pour ce qui est de la PCI, certaines choses sont faites par le personnel lui-même et pas par les techniciens de surface. Y a-t-il aussi un programme de formation ou de capacitation PCI chez l'État par rapport à cela? Merci, professeur. Merci, docteur Valérie. Avant de passer la parole à docteur Marie-Cécile, je salue la présence du professeur Esto Baizire. Ça faisait longtemps. Professeur Esto, bonjour. Docteur Marie, vous avez la parole. Docteur Marie, votre micro est fermé. Veuillez l'ouvrir. Docteur Marie, vous avez la parole, mais votre micro est fermé. Merci beaucoup, professeur. Merci à Dr. Lufimbo pour sa présentation. Moi, j'aimerais en savoir. Docteur Merci, Lufimbo. professeur, pour la parole. Euh, le, euh, le lieu d'analyse à l'INRB à Kinshasa, il est fait selon les normes requises en mettant l'échantillon dans des triples emballages. Et il y a un emballage primaire qui contient l'échantillon biologique dans lequel on trouve les sels, par exemple pour le cas de choléra. Et la caractéristique, comme nous le savons, c'est que cet emballage doit être vraiment étanche et résistant aux fuites. Nous avons également l'emballage secondaire qui doit être également étanche et résistant. Et c'est cet emballage secondaire qui protège normalement l'emballage primaire. Et en dernier lieu, nous avons l'emballage extérieur qui est beaucoup plus robuste. Alors, tout dépendra des conditions de transport. Si cet échantillon doit être transporté entre 2 et 8 degrés Celsius, on va mettre des glacières. On va mettre, n'est-ce pas, des blocs de glace à l'intérieur du triple emballage et on va expédier l'échantillon. Ici, chez nous, au Maniema, par exemple, à Kindu, pour que ça puisse arriver à Kinshasa, à l'INRB, on devra mettre dans l'avion. On va avoir l'avion, soit l'avion des Nations Unies, qui est
amené par l'OMS ou carrément l'avion de société privée, on négocie et l'échantillon part tout en transmettant également les identités ainsi que les fiches signalétiques des enquêtes épidémiologiques. Pour les provinces qui sont proches de Kinshasa, les voitures peuvent servir. Ça, c'est de manière générale. Mais toutefois, quand il y a certains projets particuliers, eh ben, il y a des dispositifs beaucoup plus améliorés. Par exemple, où par voiture, on doit prendre des échantillons de la zone où se trouve l'épidémie pour les amener en ville. On les met d'abord dans une voiture avec des réfrigérateurs qui sont chargeables au niveau de voiture. Pendant que les échantillons doivent être transportés à moins 20 degrés Celsius, par exemple, cette température-là est bien respectée. Ça, c'est ce que nous vivons ici dans l'épidémie de Mpox qui s'est fait du côté de Tunda, où notre laboratoire, notre hôpital sert des dépôts de relais pour recevoir les échantillons avant qu'ils soient expédiés à l'INRB pour les analyses. Donc, pour les autres échantillons qui ne sont pas potentiellement infectieux, en tout cas, il n'y a pas un système de réglementation. Les échantillons peuvent être transportés comme ça dans des tubes ou dans des bocaux d'un centre vers l'autre hein, pour un échantillon qui n'est pas totalement infectieux. Merci. Merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas si docteur Marie, Cécile a trouvé satisfaction dans la réponse ou les réponses du docteur Antoine Lufimbo. Oui, merci. J'ai eu beaucoup d'informations, mais au-delà de quand il y a une épidémie, de manière routinière, d'un centre vers le laboratoire, comment est-ce que le transport est organisé? Oui, c'était Surtout la dans ce dernière sens. Voilà, partie quel est de le support? Voilà. la Parce que, par dernière exemple, ici en partie. Côte d'Ivoire, nous, on s'appuie sur la poste pour le convoyage des échantillons vers notre laboratoire de référence qui est l'IPCI qui se trouve à Abidjan, donc l'Institut Pasteur qui se trouve à Abidjan. Donc, les échantillons partent des différentes régions ou districts, mais c'est sur le réseau de la poste qu'on s'est un peu basé pour pouvoir acheminer ces échantillons. Mais il faut avouer qu'on a pas que des jours spécifiques pour le convoyage des échantillons. Donc, quand un cas apparaît ou est notifié, quand il faut choisir un moment spécial pour prélever, par exemple, pour que l'échantillon puisse arriver dans les délais requis à notre laboratoire. Donc, j'aimerais savoir un peu comment est-ce que, au niveau de la RDC, l'organisation est faite là-bas. J'espère que je suis un peu claire dans ma préoccupation. Merci. Docteur Oui, Lufimbo? oui, merci, professeur. Je crois que, comme je l'ai dit, en mode épidémie, quand il y a une épidémie, vous voyez, tous les partenaires sont mobilisés, les gouvernements mobilisés, les échantillons doivent quitter la zone où l'épidémie se trouve. Ils sont mis en triple emballage, ça dépend. S'il y a accessible, les routes sont accessibles, on peut le prendre par voiture, on les amène là où il y a un aéroport et on met dans l'avion et ça part à Kinshasa, à l'INRB. Donc chez nous, le service de poste n'est pas vraiment opérationnel dans les recoins. On le retrouve seulement dans les grands centres, surtout à Kinshasa, à Lubumbashi. Et hein, c'est là où c'est peut-être opérationnel. Dans l'arrière-pays, le service de poste n'est pas opérationnel. Nous travaillons avec les motos pour les zones qui ne sont pas accessibles. Nous travaillons avec les voitures et les avions pour acheminer les échantillons au laboratoire de référence en mode épidémie, s'il vous plaît, qui est mais en mode routine. Voilà, il y a un patient qui est dans un centre de santé et qu'on doit faire un examen qui dépasse leur plateau technique. Il y a deux possibilités. Soit le patient se déplace vers l'hôpital où se trouve le laboratoire qui doit faire l'analyse,
Si son état ne le permet pas, l'hôpital peut prélever l'échantillon dans le tube ou bien, c'est pas moi, dans un bocal et il achemine comme ça. Bon, il peut mettre dans un sachet ou dans son sac, il amène au laboratoire où doit être fait l'analyse. C'est lui-même le patient qui se promène avec d'une zone, d'un coin à un autre. Voilà. C'est en fait ça, il n'y a pas une réglementation très précise par rapport aux transporteurs, sauf en mode épidémie où l'OMS s'impose pour faciliter le transport et l'acheminement des échantillons vers l'INRB pour l'analyse. Chers participants, notre temps va être dépassé, mais compte tenu du retard avec lequel on a commencé la session, vous, si vous, si vous voulez, nous allons encore prendre trois questions. Et il y a M. Aaron qui a demandé la parole. On va lire la question d'Aimé Mukunzi. Donc, écrit une question au docteur Antoine et à tous les panélistes. Dans le contexte de la RDC, République démocratique du Congo, où les retards dans les rendus des résultats de laboratoire sont souvent liés à la faible décentralisation, à la logistique limitée et au manque de technologies adaptées, mais aussi à l'accessibilité des zones rurales géographiques et sécuritaires, existe-t-il des exemples de modèles déjà expérimentés par certains d'entre nous, panélistes, qui ont contribué à renforcer les systèmes en réduisant ces délais? Comment ces modèles pourraient-ils être adaptés ou étendus dans le cadre des épidémies futures pour améliorer la surveillance, la rapidité des diagnostics et la coordination entre les acteurs de notre système de santé? Docteur Lefimbo, est-ce que je peux enchaîner avec l'autre question? C'est une longue question. Si on peut répondre à celle-là, et puis on passe à la question de Madame Sylvie Mapenzi. Oui, merci beaucoup, professeur, pour la question. Alors, merci, Aimé Mukinzi, pour la question. Euh, Vous avez soulevé un aspect qui est réel dans notre pays. Et pour moi, il faudrait une innovation technologique. Cette innovation technologique, dans le cas des diagnostics des maladies infectieuses à potentiel épidémique, passe par la mise en circulation des tests immunochromatographiques performants qui permettront de poser les diagnostics en moins de 60 minutes. Ça peut être des tests antigéniques, tout comme des tests moléculaires par des point of care, hein, des PCA qui sont transportables et qui ne nécessitent pas une longue infrastructure. Et donc, en innovation là, par exemple, on peut avoir aujourd'hui des tests immunochromatographiques des choléra qui ont de bonnes sensibilités, une bonne spécificité. Ainsi, quand il y a un cas, on les distribue dans les zones qui sont potentielles épidémiques. Eh bien, il y a un cas, on définit les aspects cliniques, on fait les liens épidémiologiques et on passe les tests rapides. S'il est positif, on commence déjà la prise en charge conséquente en attendant peut-être de diagnostics moléculaires, la culture bactériologique qui vont nous permettre non seulement de confirmer la source, mais aussi de déterminer
s'il y a des mutations qui sont faites au niveau de la bactérie. De déterminer également la sensibilité de la bactérie par rapport aux antibiotiques. Parce qu'on a souvent des antibiotiques classiques. On dit, voilà, choléra, on prescrit les cyclines, ça répond bien. Mais attention, les vibrio choléra et les cyclines ne répondent plus. D'où l'étape de laboratoire classique a toujours sa place, mais dans la rapidité, on peut aller vers cette innovation qui permettrait un début de prise en charge correct en entendant les résultats qui viendront du laboratoire de référence. Professeur, voici ma réponse. Merci beaucoup. Nous passons à la question de Madame Sylvie Mapensi qui pose cette question. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a rupture de la chaîne de froid dans le transport des échantillons et comment se comporter quand ceci se présente, étant donné que les épidémies sont des situations hyper urgentes? Voilà sa question. Merci beaucoup, Madame Sylvie, pour ces casis. C'est une question purement technique. En fait, qu'est-ce qui se passe? L'équipe qui gère le laboratoire avec les ingénieurs, les frigoristes, ils doivent se rassurer que ce frigo d'échantillon doit avoir un thermomètre. Avec les nouveaux frigos qui sont utilisés en mode épidémie, ce sont des thermomètres dont les oscillations sont enregistrées directement dans un logiciel. Alors, maintenant, apprécier l'impact, en fait, identifier, vérifier les enregistrements des températures et voir quelle est l'ampleur de l'impact. Les oscillations sont comment? Parce qu'il y aura des alarmes qui vont automatiquement dire, par rapport à ces degrés d'oscillation, en tout cas, ces échantillons sont censés être déjà détériorés. Un premier niveau. Mais il faudrait aussi informer, on doit informer rapidement les laboratoires d'analyse de ce qui a été connu. Nous avons une interruption de la chaîne de froid pendant telle période pour que lors de la validation des résultats, qu'on tienne compte de cette qualité d'échantillon qui est arrivée. Mais aussi, si vraiment l'échantillon a été détérioré carrément, on peut arriver à le mettre à l'écart et refaire des prélèvements chez d'autres patients, d'autres cas suspects, tout en prenant des dispositions utiles pour empêcher une éventuelle rupture. Donc, on doit aussi identifier les causes. Quelle était la cause de la rupture de cette chaîne de froid-là? Et dans dans le prochain convoi des échantillons, qu'on puisse réparer ou bien trouver des solutions par rapport aux causes identifiées. Merci beaucoup. Merci, docteur Fimbo. Monsieur Aaron, vous avez levé la main. Vous pouvez poser votre question. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour la parole. Alors, une question et une contribution. Je commence par la petite contribution à la question, l'avant-dernière question qui est posée dans le chat où la question était posée aux panélistes pour savoir quels sont les systèmes qui peuvent être mis en place dans les contextes, par exemple, les Congolais où le transport des échantillons pose problème. Alors, je pense que les systèmes que nous avons expérimentés, par exemple, lors de la réponse Covid, et là où j'ai rencontré le docteur Antoine Akindo, c'était un système de réseau de laboratoires, c'est-à-dire, je crois qu'il a évoqué ça aussi dans sa présentation, la décentralisation. À l'époque, nous avons été à Kindu et dans plusieurs autres provinces pour former justement les techniciens des laboratoires des différentes provinces et installer les laboratoires et tout ce qui pouvait permettre de faire des diagnostics au niveau local. Ça permet un peu de... Docteur Aaron, rapprochez-vous du micro parce que la voix s'éloigne de plus en plus. Voudriez-vous reprendre
un tout petit peu à partir de qui vous avez rencontré docteur Lufimbo? Oui, professeur, je disais, je Que l'ai vous rencontré m'entendez, stratégie de monsieur pouvoir Aaron? contourner. Allô, professeur, moi, je vous entends très bien. Il y a un problème de son. Allô, Il y a un problème de son. Je ne sais pas si vous me captez. je vous capte On 5 sur on 5, n'a pas professeur. suivi grand-chose dans ce que vous dites. Mais Allô, vous sortez maintenant, ça entrecoupé va? et même des silences. Si vous pouvez reprendre de façon synthétique, peut-être que nous allons apprendre beaucoup. Merci Oui, beaucoup, professeur. essayez, avancez. Oui, je ne sais pas si c'est bon Allô? maintenant. Allô, Allô, monsieur Aaron? allô, Là, professeur. là, nous vous entendons, oui. Oui, Allez-y, merci. allez-y, monsieur J'ai- Aaron. oui, je disais la stratégie pour pouvoir contourner cette situation d'accès difficile pour le transport des échantillons. C'est justement les réseaux de laboratoires. Nous avons tenté ça avec Covid, où nous sommes allés dans plusieurs provinces du pays, installer des laboratoires avec capacité de faire des diagnostics au niveau local. C'est une stratégie qui contourne justement la difficulté de transporter les échantillons dans un pays continent comme le nôtre. Alors, ma petite question, c'est au docteur Antoine, quelle est la durée euh, pour un échantillon importe? Est-ce que je prélève l'échantillon, je suis à 5 000 kilomètres de Kinshasa, avec la situation difficile de transport, est-ce après un mois, si l'échantillon est bien conservé, vous pouvez encore l'analyser, ou bien il y a un délai au-delà desquels vous ne savez pas analyser cet échantillon? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Aaron Docteur Matondo, Lufimbo, je ne sais pas si vous avez... Oui. de nous avoir rappelé quand on s'est vu à Quito pendant la réponse Covid. Aaron Merci. Mato. Ça me fait énormément plaisir. En fait, la durée de conservation des échantillons Mpox, ça dépend des conditions de stockage, mais également des protocoles de laboratoire. Mais de manière générale, lorsque ces échantillons sont stockés à température ambiante, c'est juste pour quelques heures, hein. Sinon, il va détériorer. Mais lorsqu'ils sont stockés entre 2 et 4 degrés, et 8 degrés Celsius, eh ben, les échantillons peuvent être utilisés pendant quelques jours, maximum une semaine, et ils peuvent toujours donner des bons résultats. Mais lorsqu'ils sont conservés à moins 80 degrés Celsius, par exemple, eh ben, là, la conservation, elle est à long terme. Elle est à long terme, ça peut faire même des années. Et surtout encore lorsqu'on doit les conserver dans l'azote liquide ou à moins 190 degrés Celsius, là, ça peut faire même des siècles, hein, parce qu'il y a des études ils peuvent être faits. Donc, voilà, tout dépend des températures de conservation. Après maximum 24 heures pour la température ambiante, l'échantillon est détérioré, c'est difficile d'avoir détecté du matériel génétique. Pour le 4 degrés Celsius, là, vous êtes maximum une semaine, hein, et vous pouvez déjà déclasser l'échantillon. Mais à moins 80, c'est plusieurs années. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Je pense que notre temps imparti est dépassé. La communication était très intéressante. Nous allons pouvoir libérer l'orateur pour les charges qu'il a. Je remercie tout le monde, mais je rappelle qu'il y a le lien qui est affiché pour la fiche à remplir sur l'évaluation
de la session euh, nous permettra d'améliorer beaucoup de choses à la fin. Alors, vous pouvez prendre quelques minutes pour remplir euh, ce questionnaire pour que notre service puisse l'analyser et changer ce qu'il y a. Vraiment, merci au docteur Lufimbo pour sa présentation. Nous remercions aussi tous les participants qui ont bien voulu participer à cette session et surtout échanger et donner de leur expérience. Nous nous rencontrerons la semaine prochaine pour un autre sujet, mais je voudrais demander aussi vos suggestions sur certains thèmes d'intérêt qui vous intéresseraient dans la prévention et contrôle des infections. Je remercie aussi le docteur Valérie qui nous a dépanné pour faire passer ces diapositives et Nous venons de constater que le professeur Boulaboula n'est plus en ligne. Au moment où il était en train de remercier tous les participants. Sinon, nous disons encore grand merci à tout le monde. Et si docteur Valérie est en ligne, il peut placer le mot de la fin. Docteur Valérie, lui aussi n'est pas en ligne. Merci à tous.